Bonjour à tous et bienvenue dans le 10e épisode du podcast Ifra Café. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis toujours avec mes amis Sabrina, Sofiane et Jalil. Hello. Bonjour. Et puis aujourd'hui on a une invitée qui nous fait honneur de venir sur le podcast. Donc c'est Rita Ikhwan. Je te laisse te présenter pour nous dire un petit peu qui tu es. Alors, bonjour tout le monde. Déjà, félicitations pour le podcast. J'ai écouté l'épisode pilote. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est bien. C'est une petite ambiance intime. C'est cosy et je trouve ça sympa Merci beaucoup. que vous partagiez votre amitié, vos points de vue avec les gens. C'est vraiment, il nous faut plus de mesures comme ça, d'initiatives comme ça. Alors, moi, mon nom, c'est Rita Ikhwan. Je suis, québécoise, canadienne. D'origine marocaine et latina de cœur parce que j'aime danser la salsa et tout ce qui a rapport avec la culture latine. Et donc, et voilà, donc je suis venue au Canada à l'âge de 11 ans. Ça fait maintenant 23 ans. Donc, on peut faire le calcul de mon âge. Et écoutez, je suis venue ici, j'ai fait mon école primaire, j'ai fait mon école secondaire, le cégep, l'université, et j'ai toujours, tout au long de ma carrière, tout au long de mon parcours, aimé m'impliquer. J'ai toujours été intéressée par le communautaire, par tout ce qui est engagement, implication sociale. Et donc, petit à petit, j'ai appris à connaître des gens, tu fais des connaissances, tu acquiers une certaine expérience sur le terrain et tranquillement, ça va mener vers la politique, mais ça, on peut en parler plus tard. Sinon, dans la vie, je gère un cabinet d'avocats que j'ai créé et mis sur pied avec les 2 associés partenaires qui ont bien voulu me faire confiance. Bravo, Et donc, félicitations. Merci. Ça fait 8 ans que le cabinet existe. Et avant ça, j'ai travaillé comme parajuriste dans un cabinet d'avocats. Donc, les parajuristes, ça fait de la recherche juridique, ça rédige les procédures judiciaires qui se font après peaufiner par les avocats. Et j'ai fait ça pendant 3 ans et c'est sur cette expérience que je me suis basée pour créer la structure du nouveau cabinet que je gère maintenant. Très intéressant. Merci beaucoup. Alors, on va découper l'épisode en 3 grandes parties. La première partie parle surtout de l'expatriation, de l'immigration ici au Canada. Donc, je vais commencer par te poser une question. Pourquoi tu as choisi le Canada et plus précisément le Québec? Bon, tu as présenté dans ta petite présentation au début que tu es venue assez jeune, donc je suppose que tu as suivi des gens de ta famille. Mais est-ce que si ça te dérange pas de nous dire pourquoi le Canada, pourquoi le Québec? Alors, en fait, c'est ça. Mes parents ont entamé la procédure judiciaire, mon Dieu. Mon Dieu, des cabinets d'avocats. Mes parents, on vivait bien au Maroc, on était là, tranquille. Et je pense que le Canada avait un besoin de peupler le pays, parce que c'est un pays vaste qui a une petite population par rapport à sa taille. Et il y avait beaucoup de publicité pour faire l'immigration au Canada. On nous présentait vraiment le Canada sur un plateau d'or, qu'on va vous accueillir avec le tapis rouge et tout ça. Mon père n'a pas vraiment fait de recherche sur comment ça se passait concrètement une fois qu'on arrive ici. Donc, lui, tout simplement, il a fait la procédure judiciaire, on a été accepté, ça a pris quelques années et puis boum, on est venu. Donc, pourquoi le Canada? Franchement, mon père a toujours dit que c'était un pays qui procurait où les piliers, c'est-à-dire les sphères essentielles de la vie d'une personne étaient couvertes. C'est-à-dire que la justice est accessible à tous. Bon, c'est debatable. Il faut avoir quand même de l'argent pour être bien représenté, mais tu as quand même droit à l'aide juridique et tout ça une fois ici. Sinon, alors la justice, l'éducation, la gratuité de l'éducation et le système de santé. Donc, un pays qui assure ces choses-là, ces items-là, est un pays qui est sécuritaire. Au Maroc, malheureusement, s'il n'y a pas de moyens financiers assez Important. C'est difficile de vivre dignement. Et vous voyez, moi, ce que je répète tout le temps, c'est que l'être humain, il n'y a personne dans ce monde qui choisit sa couleur de peau, qui choisit sa langue, qui choisit son pays de naissance, qui choisit sa famille. Personne. Mais ces éléments-là sont les éléments qui déterminent tout le déroulement et toutes les circonstances de ta vie. Tu vois, si tu es né en Israël versus en Palestine, vous êtes à côté, mais vous n'avez pas vraiment le même destin, quoi. Et donc, je trouve que c'est arbitraire et je trouve qu'il devrait y avoir une meilleure répartition un peu des ressources de
sorte à ce que tout le monde puisse être sur un pied d'égalité et explorer son plein potentiel. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que c'est ces éléments-là qui ont fait que mon père a considéré le Canada comme pays d'accueil. Et puis on est Mhm. venu et on s'est installé ici tranquillement. Et pour faire un parallèle avec ce que j'ai dit au départ, comme quoi mon père n'a pas fait ses recherches, c'est un devoir de diligence sur comment ça se passe une fois sur le terrain, Ouais. ben, mon père c'est un ingénieur de formation qui n'a pas eu la reconnaissance de ses diplômes et qui s'est retrouvé à conduire un taxi, quoi, comme tout le monde, comme la Ok. plupart des immigrants qui ont une profession comme ça de libérale, quoi. Et est-ce que il pense qu'il regrette un petit peu le fait qu'il a quitté le Maroc ou il est comme en Non, accord non, avec il n'y a ça? pas de regret. Au contraire, non, il n'y a pas de regret, ça c'est sûr et certain. Mais il s'en veut un peu de ne pas avoir fait une meilleure Recherche? recherche. Parce que autrement, eh ben, il n'aurait pas vendu son cabinet d'ingénierie là-bas. Il aurait gardé un pied là-bas, un pied ici. On aurait mieux fait tout le processus. On s'en serait mieux pris. Dieu merci, alhamdoulilah, on est très bien maintenant. 23 ans Tant plus mieux. tard, on s'en est très bien sorti et tout. Mais bon, avec un petit peu plus de recherche, on aurait peut-être eu moins d'obstacles sur le chemin. Oui, ok, très intéressant. Puis du coup, moi, ma question, ce serait comme, est-ce que tu te sens québécoise, canadienne, après tout le temps que tu as passé ici? Oui, 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 je me sens foncièrement toutes ces identités-là. Ok. Je me sens, au départ, je te dirais que je me sentais plus canadienne que québécoise. Mhm. Parce que j'avais du mal avec certaines mesures que le Québec adoptait et je trouvais que ça c'était discriminatoire et que bon, on peut parler de la loi 21, on peut parler de la loi 96. Je trouvais que le Québec était toujours à contre-courant avec le Canada. Ok. Tout le temps, quand il y a une polémique sur la question identitaire, elle vient du Québec, cette polémique-là. Mhm. Et, et ça donne on a l'impression que le Québec est insécure par rapport à son identité. Et c'est pour ça qu'il doit tout le temps la défendre d'une manière un peu limite hostile quand même. Oui. Euh, Ouais, ouais. Après, quand on se penche un petit peu, parce que tu sais, quand il y a tout le temps des clivages entre deux parties, faut tout le temps se pencher sur l'historique. Et là, on comprend, quand on se penche sur l'historique du Québec, ben, qu'ils l'ont pas eu facile non plus. La religion prenait énormément de place et donc toutes ces lois-là sur la laïcité, la loi 21, tout ça, c'est surtout plus pour le christianisme, sauf que celles qui en souffrent le plus, désolée je saute d'un sujet à l'autre, mais celles qui en souffrent le plus, c'est les femmes maghrébines voilées qui sont foncièrement en train de souffrir de cette loi-là parce qu'elles C'est doivent une littéralement réalité. renoncer à une carrière au complet pour C'est pouvoir... ça. Ouais. Est-ce que tu peux juste expliquer brièvement qu'est-ce que la loi 21? Oui. Alors, la loi 21, c'est une loi sur la laïcité qui dit que quand on a une fonction publique, on ne peut pas porter de signes religieux. Donc, normalement, ça devrait inclure la kippa, le voile, le turban, tous ces éléments. Quand occupe la fonction publique, donc enseignante, policier, juge, avocat, toutes ces professions-là. Et puis, ben, la communauté qui est le plus impactée par cette loi-là, c'est les femmes musulmanes avec Mhm. leur voile. Puis c'est celles qu'on retrouve le plus dans l'enseignement, c'est elles qui gardent nos enfants. La plupart des garderies sont gérées par des femmes maghrébines et donc elles sont directement impactées par cette loi-là. Et c'est quand même hostile envers les musulmans et c'est pour ça que les musulmans sentent que le Québec ne les Ne aime les pas. intègre pas. Oui, voilà. Ouais. Ouais, je comprends. Parce que moi, comme bah, je suis née, j'ai grandi en France, puis moi, de mon regard extérieur, je vois toujours comme le Québec à part par rapport au Canada. Comme j'ai l'impression Mhm. que le Canada, avec toutes les autres provinces, sont un seul bloc, puis le Québec est comme à part. Puis il y a toujours comme, non, moi je suis Québec. Comme je pose la question à des Québécois que je connais, puis tu leur dis, vous êtes Canadien, ils le prennent très mal. Puis j'ai jamais Malheureusement. vraiment compris, tu sais, genre, avec l'histoire, oui, on comprend toujours, mais, tu sais, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il faut comme apaiser les tensions, puis faire un pas en Mhm. avant pour l'un et pour l'autre. Puis le fait de revendiquer être québécois, oui, mais le fait de dire non au Canada, ça me... tu sais, Ouais. genre, j'ai un peu de mal à comprendre ça parce que si tu veux faire avancer les choses, tu dois aussi intégrer que tu fais partie du Canada et puis en tout cas c'est Mhm. comme ça que moi je vois la chose mais
Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis présentée avec le Parti libéral du Québec parce que c'est le seul parti qui est fédéraliste, qui reconnaît et qui claim haut et fort son appartenance au fédéralisme. Il faut pas nier le fait que le Québec est unique. On est la seule province francophone au Mhm. sein d'une marée d'anglophones. On est unique de par notre histoire, on est unique de par notre langue, comme j'ai dit, de par notre culture. Et ça, c'est un patrimoine hyper important qu'il faut préserver. Ça, il n'y a personne qui l'enlève. Ça, c'est vrai. Par- c'est ça. Par contre, le préserver au détriment, en écrasant d'autres communautés, là, on me perd. Et c'est là où j'affirme et je réaffirme tout le temps mon appartenance au fédéralisme, parce que le fédéralisme, il en fait des pas envers le Québec. On est par exemple la seule province au Canada qui a autant de pouvoir sur son système de santé, sur la langue, sur la langue française, sur plusieurs sphères où le fédéral nous a dit effectivement le Québec est unique en son genre et donc c'est pour cette raison que nous vous donnons plus de pouvoir dans telle sphère, dans telle sphère, dans telle sphère. Mais là, il faut à un moment donné faire un pas aussi. Ça, c'est mon point de vue. Euh, c'est vrai qu'il faut la protéger, la langue française. Ça, c'est un autre débat important. Il faut la C'est vrai. protéger, la langue française, parce qu'on est 2% de francophones en Amérique du Nord. La Mhm. majorité sont au Québec. Donc, c'est une richesse inestimable qu'il faut chérir et qu'il faut protéger. Il n'y a personne qui nous enlève ça. Mais l'anglicisme, là, la tendance de parler anglais, c'est mondial. C'est pas propre au Québec, C'est vrai. c'est vraiment mondial. C'est à la mode de parler anglais. Les jeunes veulent parler anglais. Donc oui, on peut mettre des mesures pour protéger la langue. Mais tu sais, par exemple, je vais expliquer maintenant la loi 96 qui est avec la loi 21 les deux lois les plus controversées. La loi 96 oblige les nouveaux arrivants à apprendre le français en 6 mois euh, à défaut de ne plus recevoir de services dans leur langue. Parce qu'un immigrant qui arrive au Québec, il a le droit de recevoir des services dans sa langue, la langue qu'il parle. Mais là, à partir de 6 mois, tu n'as plus le droit de recevoir. Donc tu te débrouilles. Il n'y a pas un être humain C'est qui pas existe. possible en 6 mois. C'est impossible en 6 mois. C'est clair. J'enseigne ce genre de personnes. Voilà. C'est impossible en C'est 6 mois. impossible. Exactement. Ben voilà, toutes les études s'entendent à dire que c'est impossible d'apprendre une langue en 6 mois. Notre cher Premier ministre, lui, non, il dit que non. Vous voyez Mais ce que je veux dire? Oui, Oui. est-ce qu'il y a un système qui a été rendu plus robuste quand ils ont annoncé cette nouvelle loi? Parce que s'ils disent, OK, c'est à toi de le faire en 6 mois, est-ce qu'on a mis à disposition de ces gens-là plus de moyens ou plus de support pour faciliter l'apprentissage de la langue pour arriver à ce threshold de 6 mois? Ou c'était juste comme, OK, c'est 6 mois, c'est ton problème, fais ta vie et reviens nous voir après? Ben, il y a déjà les programmes de francisation, justement, et tout ça, Sabrina, tu dois le connaître. C'est vrai qu'il y a toute une programmation pour aider les immigrants à parler français. On te paye pour aller prendre des cours de français, pour aller t'asseoir dans une classe et apprendre le français. Mais même avec toutes ces mesures-là, ce n'est pas assez. Donc oui, pour répondre à ta question, non, il n'y a pas nécessairement de plus de mesures qui ont été mises en place à ce que je sache. Je sais que ça, on parle de mettre plus d'outils sur le marché pour faciliter l'intégration des immigrants et tout ça, mais concrètement, à ma connaissance, il faudrait que j'aille m'en assurer. Donc c'est sous toute réserve ce que je dis. Je pense pas qu'il y ait eu d'autres mesures supplémentaires accompagnant cette loi 96. Mais c'est une loi qui est contraignante parce qu'elle va faire fuir non seulement l'aspect immigration, mais elle va faire fuir les investisseurs au lendemain d'une pandémie qui nous a énormément fait mal sur le plan économique. Et cette loi-là, puisqu'elle oblige tout le monde à travailler en anglais, à travailler en français, ben, les investisseurs étrangers qui ont le portefeuille et qui ont les fonds, ils vont pas venir. Si tu Mais leur dis, si, la langue mondiale, c'est l'anglais. Je C'est vois Mais ça. vrai. si, mais si ça, c'était le... Parce que si le but, c'est de conserver la francophonie et de sélectionner ou filtrer pour des personnes francophones, pour des investisseurs francophones, tu ne peux pas dire que la loi a échoué si ça, c'était l'objectif au départ. Right? Non, je dis pas qu'elle a échoué. Je dis juste qu'elle est très contraignante pour l'instant. Peut-être que sur... Tu sais, c'est vrai qu'il faut la protéger, la langue française, au Québec. Il y a un déclin, les chiffres sont là, il y a un déclin. Mais il faudrait mettre des moyens différents, parce que là, c'est comme très hostile, la façon de faire ça. Les compagnies, elles doivent absolument avoir toute leur communication en français. Euh,
comme j'ai dit, la loi sur les nouveaux arrivants, quand ils arrivent, ils ont 6 mois pour apprendre la langue. Au cégep, dans les cégeps anglophones, ils imposent un certain nombre de cours en français, alors que toi, à la base, t'es dans un cégep anglophone. Donc, c'est comme si la loi 101 qui s'impose à tout fils d'immigrants d'aller à une école française au primaire et au secondaire, ils sont en train de l'étendre petit à petit au cégep aussi. Alors qu'au cégep, c'est des adultes accomplis qui ont... Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même très hostile. Il y va, elles y vont avec la contrainte, avec la coercition un petit peu. C'est C'est imposé, ça, c'est pas un choix finalement. exactement. Ça va pas jusqu'au cégep, même à l'université, par exemple, les sites de cours, etc. Il y a des programmes qui sont en anglais, mais les sites de cours sont entièrement en français. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui ne sont pas du tout francophones, qui viennent d'Asie, par exemple, d'Afrique ou d'Europe, et finalement qui ne peuvent pas du tout utiliser les sites de cours à bon escient parce que tout est en français, par Exact. exemple. Moi, ma Donc c'est thèse, aussi un grand problème. la thèse que j'ai rédigée, je l'ai déposée dans 2 universités, une université québécoise et une université française. C'était l'université québécoise qui m'a obligé de la faire en français. Ce que je trouvais un peu wild parce que même les Français, ils sont là, on comprend qu'en sciences naturelles, pour publier, c'est en anglais. Donc, tu as rédigé tes articles en anglais, dépose ta thèse en anglais. Au pire, tu mets juste le titre en français. Mais c'était plus l'université québécoise comme non, on a besoin que ce soit en français, qu'il y ait un minimum. Hein. So, c'est C'est bizarre. ça. Mais Puis bon. je sais que pour Contraignant. déposer une thèse, si tu veux la faire en anglais, il faut avoir des autorisations. Puis ça demande beaucoup de temps. Donc c'est vraiment comme le français est au cœur du Québec et c'est un peu ça qui fait tourner un petit peu le Québec, la province. Puis d'un côté c'est bien parce que c'est vrai qu'il faut comme garder ça, puis il faut pas le perdre. Mais d'un autre côté, comme le monde, tout ce qui est business, les entreprises et tout, il faut comprendre que l'anglais fait partie de la société actuellement. Tu peux pas comme rejeter ça complètement et dire que non, c'est que le français québécois, puis pas autrement. C'est exactement ça. C'est le problème de la mesure, c'est qu'elle est trop blanc ou noir. Il n'y a pas de, il y a pas de zone grise, il n'y a pas moyen de moyenner. Et c'est ça que les gens trouvent un peu agressif, quoi, Ouais. comme mesure. Ouais. Et les 2 fois, ils utilisent la clause non-obstant. La clause non-obstant, c'est qu'en fait, par exemple, pour la loi 21, la loi canadienne, la charte canadienne des droits et libertés, elle protège tes droits de venir. Parce que quand tu viens dans ce pays, on te dit viens avec tes cultures, viens avec tes kippas, tes voiles, tes turbans, viens comme tu es et on t'accepte. La charte des droits et libertés protège ton identité. Ben, en fait, c'est ton droit de porter tes signes religieux. Donc la loi canadienne, la charte canadienne te protège, mais il y a une petite clause nonobstant, la clause dérogatoire, qui permet au Québec d'aller un step au-dessus et de l'imposer. Et puis, il faut l'utiliser, cette clause dérogatoire, juste comme dernière ressource, quoi, comme dernier recours. Et lui, il l'utilise pas une fois, 2 fois. Dans le cadre de la loi 21, quand je dis lui, je parle de François Legault, mon meilleur ami dans la vie. Et donc... il l'utilise pas une fois, mais 2 fois. Et donc, c'est ça, en fait, qui crée un environnement hostile par rapport à ces 2 lois-là, parce que c'est agressif sur les gens. Et tu sais, pour la loi 96, les anglophones trouvent ça compliqué, parce que les anglophones, tu sais, ils ont fait partie du décor québécois depuis toujours. Donc, on vient leur imposer à eux aussi un changement, alors que c'est des Québécois à 100%. C'est juste que c'est des anglophones. C'est ça. Donc, ouais. Puis le français reste quand même une langue assez complexe, donc c'est sûr que c'est pas la langue la plus simple à apprendre. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté cette première partie et on vous dit à très bientôt pour la deuxième partie. Bye bye.